C'est une menteuse. Elle l'a toujours été. 14 jours avant notre mariage, mon père a dit à mon fiancé, elle a un enfant secret. Ma mère a chuchoté, ne la laisse pas te piéger toi aussi. Je n'ai pas riposté. Ce soir-là, ma mère avait préparé son poulet glacé à l'orange, le plat des grandes occasions, celui qui n'apparaît que lorsqu'il a été décidé qu'il allait arriver quelque chose à l'un des convives autour de cette table. Nous étions le 27 juin, à 14 jours de mon mariage. La salle à manger sentait les agrumes et la cire pour meubles. Les belles bougies étaient allumées, et mon père trônait en bout de table avec son sourire d'agent immobilier, celui-là même qui s'étalait sur les bancs d'arrêt de bus de la ville. Mon fiancé, Cole, avait été invité pour ce que ma mère appelait un « dîner de rapprochement ». J'aurais dû compter les fourchettes, 4 services pour une famille habituée au rôti du mardi soir annonçait toujours une mise en scène. Mon père a attendu que les assiettes soient débarrassées et que le café de Cole soit servi. Puis il a posé sa tasse, a regardé l'homme que j'allais épouser et a parlé sur ce ton avec lequel on annonce des vices de fondation à un acheteur potentiel, navré, solennel, parfaitement répété. C'est une menteuse. Elle l'a toujours été. Tu as l'air d'un jeune homme bien, alors je vais te le dire franchement avant que tu ne signes quoi que ce soit. Il a plié sa serviette en un carré parfait. Elle a un enfant secret. Les flammes des bougies n'ont pas bougé d'1 millimètre. C'est le détail qui me reste en mémoire, l'immobilité totale de la pièce, la sauce qui figeait sur les os de poulet, mes propres mains posées sur mes genoux. Ma mère s'est penchée vers Cole, et son chuchotement était calibré pour être entendu par toute la table, comme toujours, ne la laisse pas te piéger, toi aussi. Toi. Aussi. Comme s'il existait un dossier, une liste de victimes que j'aurais piégées avant lui. 3 réalités se superposaient dans cette pièce, mes parents étaient en train de me détruire sous les yeux de mon fiancé lors d'un dîner organisé dans ce seul but, mon père récitait son texte avec l'aisance d'un homme qui s'était entraîné, s'était calculé, pas improvisé, et autour de mon cou. Chaude contre ma clavicule, pendait la chaîne de ma grand-mère Ruth, la petite boussole en or qu'elle m'avait léguée à sa mort. Et si mes parents avaient su ce que cette boussole indiquait depuis 10 ans, ils n'auraient absolument jamais choisi ce mensonge-là. Je n'ai pas riposté. Je veux être honnête sur les raisons, car de l'extérieur, cela ressemblait à de la culpabilité. Je suis resté assise là, le pouce enfoncé dans les pointes de la boussole assez fort pour m'en marquer la peau, sans dire un mot. 10 ans passés dans le rôle de la menteuse désignée de cette famille m'avaient appris que mes dénégations étaient leur preuve préférée. Et la vérité avait un nom, une chambre, et une routine qui s'effrayait dès qu'on la perturbait et je refusais de le sacrifier pour remporter une querelle de fin de repas. Il y a des choses que l'on protège, même au détriment de sa propre réhabilitation. Alors je n'ai rien dit, et mon père a pris mon silence, comme il l'avait fait toute ma vie, pour un aveu. Ce que mes parents ignoraient, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, parce que s'intéresser réellement aux gens n'avait jamais été leur fort, eux qui ne s'intéressaient qu'aux ragots qu'ils pouvaient répandre. C'était que l'homme calme assis en face de nous avait un badge professionnel dans sa voiture. Un pass pour un établissement situé à 40 minutes au nord, au long couloir vers sentant le pudding au citron et le désinfectant. Et dans son téléphone dormait, depuis des mois, une photo enregistrée dont il ne m'avait jamais parlé. Il restait 14 jours avant le mariage. Il leur restait environ 11 secondes avant que l'histoire qu'il racontait depuis 24 ans ne parte en fumée. Cole s'est levé, sans hâte. Il s'est levé comme il fait toute chose, avec la délicatesse de quelqu'un qui est d'un être fragile à se remettre debout. Il a sorti son téléphone, a ouvert la photo et l'a posée sur la nappe blanche de ma mère, face à mon père, entre les 2 bougies. Un jeune homme en polo vert, en plein éclat de rire, tenant un puzzle auquel il manquait une pièce. Un visage rond, des lunettes, et une table de nuit derrière lui sur laquelle reposait une photo encadrée. Une photo de moi. C'est de cet enfant-là que vous parlez, a demandé Cole. C'était lui. C'était exactement cet enfant. Mais ce n'était pas le mien. Et le son qui a échappé à ma mère en baissant les yeux sur cet écran n'était pas le bruit que l'on fait devant un inconnu. Je m'appelle Bethany Townsend. J'ai 29 ans. Et si vous avez déjà été la personne que votre famille a choisi de traiter de menteuse si souvent et dès votre plus jeune âge que vous avez fini par renoncer à vous défendre, restez avec moi et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez cette histoire ce soir. Car le jeune homme sur cette photo est la raison de tout ce que vous allez entendre. Et à la fin de ce récit, vous comprendrez pourquoi mon père est devenu aussi blanc que la nappe, et pourquoi je referai exactement tout de la même manière. Pendant un instant, plus personne n'a respiré.
Le regard de mon père passait du téléphone à moi, faisant des calculs mentaux qui ne lui plaisaient pas du tout. La main de ma mère est montée vers sa gorge, cherchant un collier qu'elle ne portait pas. Je ne sais pas ce que c'est, a bredouillé mon père. Eh bien, moi si, a répondu Cole sans élever la voix. Il s'est rassis posément et a repris sa tasse de café. Je suis kinésithérapeute, Gordon. J'interviens tous les jeudis dans un centre de soins résidentiel appelé Maplewood, dans le comté de Harland. Je travaille avec ce jeune homme chaque semaine depuis 2 ans. Il a 26 ans. Il fait ce puzzle à chaque séance et cache la dernière pièce pour que nous la posions ensemble. Et il garde une photo de votre fille sur sa table de chevet. Quand je lui ai demandé un jour qui était cette jolie femme, il me l'a dit. La voix de Cole est restée d'un calme absolu. Il m'a dit, c'est Mabi. Elle vient tous les samedis. Cole a laissé planer un silence parfait. Alors, je vais vous reposer la question. Prenez votre temps, car je veux vraiment entendre la réponse. Il a tapoté l'écran du téléphone une fois, doucement, comme on frappe à une porte. De qui est-il l'enfant? Le verre de vin de ma mère a basculé. Personne n'a fait un geste pour le rattraper. La tache pourpre s'est étendue sur le tissu blanc vers les bougeoirs, ma mère la regardait s'étaler, la main plaquée sur la bouche, tandis que mon père me fixait. Et c'est un regard que je garderai en mémoire jusqu'à mon dernier souffle, pour la première fois de ma vie, j'ai vu une expression sincère sur le visage de mon père. Ce n'était pas de la honte. C'était un inventaire. Il était en train de calculer ce que je savais, depuis combien de temps je le savais, et ce que cela allait lui coûter. Bethany, a-t-il dit lentement. Quoi que tu penses être en train de faire. Il s'appelle Danny, ai-je dit. C'est sorti doucement, d'une voix posée. 10 années de discipline ont tenu bon. Vous avez 13 jours pour décider si vous préférez entendre la suite de ma bouche ou de celle d'un huissier avec une assignation à comparaître. Puis j'ai plié ma serviette en un carré net, comme il me l'avait appris. J'ai détaché la boussole de ma grand-mère de mon cou et je l'ai posée sur la table, pointe vers le haut, là où brillait la photo. Ma mère a de nouveau poussé ce petit bruit étranglé, car elle connaissait ce bijou. Et elle commençait à comprendre l'étendue de ce que les défunts avaient vu. Nous avons laissé le poulet sur la table. Dans la voiture, j'ai tremblé pendant 10 minutes. Cole m'a tenu la main sans dire un mot à l'une des centaines de raisons pour lesquelles je l'épousais. Laissez-moi vous ramener en arrière. Pas très loin. Et par le biais de cette boussole, car tout dans cette histoire converge vers elle. J'ai grandi avec le souvenir d'un frère mort. Telle était la sentence, formulée très tôt et verrouillée à jamais, ton petit frère Danny est tombé très malade quand tu étais petite, il est parti au ciel, et nous n'en parlons pas parce que cela brise le cœur de ta mère. Nous n'allions jamais sur aucune tombe. Il n'y avait aucune photographie. Il y avait simplement une porte close dans le récit familial et une consigne, ne jamais frapper. J'avais 5 ans lorsqu'il est mort. Je ne me souvenais de presque rien, un berceau, un mobile avec des étoiles jaunes, des pleurs qui s'étaient arrêtés. Les enfants acceptent l'architecture du monde qu'on leur donne. Je l'ai accepté pendant 14 ans. Puis, l'été de mes 19 ans, 3 semaines avant mon départ pour l'université, mon père m'a envoyé dans son bureau chercher un câble d'imprimante. C'est lui qui m'y a envoyé et le seul détail qu'il ne s'est sans doute jamais pardonné, s'il lui arrive de se pardonner quoi que ce soit. Dans le tiroir où se trouvaient les câbles, il y avait une chemise cartonnée. Et dans cette chemise, une facture, centre de soins résidentiel de Maplewood. Résident, Daniel R. Townsend. Contribution familiale trimestrielle récente. Tampon, payé. Les morts ne génèrent pas de facture. Je n'ai confronté personne. Même à 19 ans, je connaissais assez cette famille pour savoir que les questions posées à mes parents revenaient chargées de réponses fausses et pesantes. Alors, ce samedi-là, j'ai dit à ma mère que j'allais à une fête de fin d'année, et j'ai roulé 40 minutes vers le nord avec la facture posée sur le siège passager comme si elle risquait de s'envoler. Maplewood est un bâtiment bas en briques avec des couloirs verts et une mangeoire à oiseaux derrière chaque fenêtre. Une infirmière m'a guidé jusqu'à la salle commune. Dans un coin, à une table près de la fenêtre, un garçon de 16 ans avec des lunettes rondes assemblait un puzzle représentant un phare. Il a levé les yeux vers moi. Je cherchais encore mes mots lorsqu'il a penché la tête, a pointé mon visage du doigt et a dit « Tu as le nez de grand-mère Ruthie ». C'est ainsi que j'ai appris que mon frère était vivant. Pas par mes parents, par lui, dès la première phrase qu'il m'a adressée.
car voici ce qu'il m'a fallu des années pour reconstituer par bribes. Le samedi, je n'étais pas la première Townsend à faire ce trajet. Ma grand-mère Ruth rendait visite à Danny depuis aussi longtemps que le personnel pouvait s'en souvenir, depuis 2004. Sa petite signature soignée défilait sur le registre des visiteurs 2 fois par mois, année après année, R. Townsend. R. Townsend. R. Townsend. Elle lui apportait des chaussettes, des puzzles de phare et lui parlait de cette famille qui ne venait jamais. Et lorsqu'elle m'a trouvé debout dans cette salle commune, car elle m'a trouvé, évidemment, c'était un samedi, ma grand-mère n'a pas paru surprise. Elle m'a fait asseoir dans le salon des familles, a pris mes 2 mains dans les siennes et m'a énoncé les règles qui ont régi ma vie pendant les 10 années suivantes. Ton père est mon échec, ma chérie, pas le tien. Tu viendras le samedi, je viendrai le mardi. Son pouce a pressé mes jointures comme un seau. Et tu ne le diras à personne tant que tu ne seras pas en mesure de le protéger de ce que coûtera la vérité. Cet endroit est tout son univers. Personne n'a le droit d'en faire un champ de bataille. Elle portait une petite boussole en or au creux du cou. À sa mort, en novembre 2018, ce bijou m'est parvenu dans une enveloppe matelassée avec un mot de sa main, pour que tu saches toujours où est le chemin. 2 mois après les obsèques, les activités supplémentaires à Maplewood ont commencé à être discrètement annulées, les séances d'orthophonie du mardi, les sorties en ville, l'atelier musical. J'ai pris en charge ce que je pouvais, une chose après l'autre, avec mon salaire de gestionnaire de cabinet dentaire. Jamais tout à la fois, et sans jamais me demander assez sérieusement pourquoi une femme qui avait tout planifié aurait laissé l'univers de son petit-fils s'effondrer. L'idée qu'elle ne l'avait pas fait ne m'avait même pas effleuré. J'avais un mariage à préparer, un frère à qui rendre visite, un secret à garder, et des parents que je voyais aux fêtes de fin d'année et qui, 24 ans plus tard, effleuraient encore cette porte close du récit familial en soupirant, nous l'avons perdu si jeune. Je croyais être la seule à mentir lors de ces dîners, à mentir par omission pour préserver la paix d'un jeune homme. Je n'avais jamais imaginé ce que cette porte close dissimulait d'autre. Puis, en mai, 6 semaines avant le mariage, une femme de la paroisse de ma mère m'a aperçu à la foire de printemps du comté de Harland, tenant par la main, dans la file des beignets, un jeune homme rieur porteur de trisomie 21. Et elle a fait ce que font les paroissiennes de l'entourage de ma mère, elle en a parlé. Mes parents avaient passé 24 ans à tenir les gens à distance de cette porte. Maintenant qu'un mariage approchait, qu'une belle famille posait des questions bienveillantes et que l'histoire commençait à s'ébruiter. Ils ont fait le calcul propre aux gens qui n'ont qu'un seul talent au monde, ils ont décidé que l'endroit le plus sûr pour enterrer leur fils une seconde fois était sous ma réputation. Ils ne pouvaient pas savoir qu'ils venaient de choisir la seule tombe dont quelqu'un possédait le badge d'accès. Cole m'a raconté le reste ce soir-là, à notre table de cuisine, tous les deux encore en tenue de soirée comme les rescapés d'un naufrage mondain. Il m'avait reconnu en février. La photo sur la table de nuit de Danny, moi, à la foire 2 étés plus tôt, tenant un héron en peluche que Danny avait gagné et insisté pour que je garde, avant d'insister pour le garder lui-même dans sa chambre, ce qui est typique de Danny. Cole était entré en séance un jeudi, fiancé depuis 3 semaines, et avait découvert le visage de sa future femme souriant dans le cadre d'un patient. J'ai demandé qui était la jolie dame, m'a dit Cole. Il a répondu, c'est Mabi. Elle vient le samedi. Elle va se marier, mais ne le dis pas, c'est un secret. J'économise. Cole a fait pivoter doucement sa tasse. Il me parle de toi chaque semaine, bête. Pendant des mois, je me suis dit que tu m'en parlerais quand ce qui t'obligeait au secret te laisserait respirer. Je refusais d'être une personne de plus qui force une porte dans ta vie. Et si vous vous demandez comment ces jeudis pendant 2 ans et mes samedis pendant 10 ans ne se sont jamais croisés, c'était de mon fait. C'était la muraille que j'avais érigée. Je n'avais jamais donné le prénom de mon fiancé à Danny. Je n'avais jamais parlé de mes 2 univers l'un à l'autre, car le cloisonnement était ma façon de le protéger. Pour Danny, Cole était simplement le monsieur des élastiques. Pour moi, le contrat du jeudi de Cole était juste un établissement de soins dans le Nord parmi les 3 où il intervenait, sans que je n'ai jamais demandé lequel. Les barrières bâties pour protéger le secret étaient la seule raison pour laquelle j'ignorais qu'il avait déjà été découvert par la seule personne au monde capable de le garder avec la même dévotion que moi. Et ce soir, ton père a tenté de se servir de lui comme d'une arme contre toi sans même connaître son prénom. Cole a levé les yeux, et mon doux futur mari avait dans le regard une lueur que je ne lui avais jamais vue, une détermination minérale et patiente. Alors je lui ai donné son prénom.
Je tiens à souligner ceci pour tous ceux qui ont déjà été le bouc émissaire de leur famille, la différence entre la maison de mes parents et ma propre cuisine ce soir-là ne résidait pas dans le fait que l'une était conflictuelle et l'autre paisible. Elle résidait dans le fait que, chez mes parents, être mis à nu était un danger mortel, tandis que dans ma cuisine, un homme avait porté mon secret pendant 5 mois comme un enfant endormi, attendant simplement que je sois prête. Avant minuit, nous avons pris 3 décisions, le mariage aurait lieu comme prévu, Danny y assisterait s'il le souhaitait, et j'en avais fini de frapper doucement aux portes closes de ma famille. Désormais, je me contenterai de glisser des actes de justice sous le chambranle. Le samedi, j'ai pris la route du Nord comme je l'avais fait 400 fois. Danny était à sa table près de la fenêtre avec son puzzle de phare. Dès qu'il m'a vu, il a caché la dernière pièce sous sa main gauche, notre plus vieux rituel. Je me suis assise en face de lui demandant comment s'était passée sa semaine. Il m'a raconté que jeudi, Cole avait apporté les élastiques, et qu'un oiseau avait heurté la vitre mardi mais qu'il allait bien, étant reparti en volant un peu de travers. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai demandé s'il aimerait venir à mon mariage. Il s'est figé. Danny s'immobilise avec la même intensité que d'autres crient. À l'église? Avec les fleurs? Ce n'est pas un secret? Ce n'est pas un secret. Plus jamais, mon grand. Et j'espérais. Je m'étais promis de tenir cette phrase sans flancher, mais je n'y suis pas parvenu, j'espérais que tu me conduirais jusqu'à l'hôtel. Papa ne sera pas là, mais c'est toi ma famille. Tu es ma famille tous les samedis depuis 10 ans. Danny a pesé la proposition avec le sérieux qu'il met à résoudre ses puzzles, observant mon visage, la boussole à mon cou, mes yeux humides. Puis il a levé la main gauche, a pris la dernière pièce du puzzle et l'a pressée dans ma paume, refermant mes doigts dessus exactement comme grand-mère Ruthie refermait autrefois les siens sur les miens. Tu peux la garder jusqu'au mariage. Comme ça, je suis obligé de venir. Je suis rentré chez moi avec une pièce de phare dans mon porte-gobelet, consciente que quoi que fassent mes parents désormais, je possédais déjà tout ce qu'ils avaient passé 24 ans à faire semblant d'ignorer. La paperasse a commencé à s'animer la semaine suivante, et la première faille est apparue par un pur hasard administratif. J'ai appelé le service de facturation de Maplewood pour rétablir les séances d'orthophonie du mardi de Danny, je voulais qu'il les reprenne avant le mariage, à mes frais. La responsable de la facturation, une femme vive et bienveillante nommée Rosa, a ouvert le dossier en poussant un petit soupir, vous savez, vous pourriez demander au trust de le couvrir. C'est lui qui finançait tout ça autrefois. Le Ruth Townsend Special Need Trust. Il a payé tout le programme d'activité pendant des années, les thérapies, les sorties, la musique. Puis tout s'est arrêté et la contribution familiale est retombée au minimum légal de l'État. Nous pensions que le trust était épuisé. Je suis resté debout dans ma cuisine, tenant le combiné à 2 mains. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Le clavier a cliqueté. On dirait que le dernier versement date de janvier 2019. Ma grand-mère était morte en novembre 2018. Ce qu'elle avait laissé pour Danny ne lui avait survécu que de 9 semaines. Rosa a continué à parler dans mon silence, un trust ne s'arrête pas comme ça. D'habitude, le fiduciaire réoriente les versements. Et le fiduciaire enregistré au dossier. Elle a lu le nom, sans imaginer l'arme qu'elle me mettait entre les mains, c'est un certain Gordon Townsend, avec une adresse sur Birchwood Lane. Mon père avait été désigné gestionnaire de l'argent de ma grand-mère pour les soins de Danny. 9 semaines après les obsèques, les soins étaient passés au minimum de l'aide sociale, et l'argent était parti ailleurs qu'à Maplewood. C'est très utile, Rosa, ai-je murmuré, ma voix étant si calme qu'elle m'effrayait moi-même. Une dernière chose, si un membre de la famille voulait obtenir une copie du registre des visiteurs, jusqu'où remontent les archives? Oh, nous gardons absolument tout, ma chérie. C'est la réglementation. Ces registres remontent à plusieurs décennies. Je sais aujourd'hui combien contenait ce trust, même si je l'ignorais alors, 150 000 $, déposés le mois précédant la mort de Ruth, accompagnés d'une lettre d'instruction rédigée de sa main sur leur utilisation, thérapie, sortie. Confort et tout ce qui lui permettra de garder sa place près de la fenêtre. Je le sais parce que j'ai lu cette lettre, et que j'ai lu ce qui a été fait à la place, ligne par ligne. Mais en ce mois de juillet, tout ce que j'avais, c'était un paiement interrompu, le nom d'un fiduciaire, une boussole et une semaine avant le mariage, une semaine que mes parents ont employée à leur manière. Ils ont appelé la mère de Cole. Cette phrase mérite d'exister à elle seule.
Ma mère a téléphoné à la mère du marié et 2 femmes qui s'étaient croisées 2 fois pour lui suggérer, avec une tristesse feinte très paroissiale, de reporter le mariage, jusqu'à ce que certaines zones d'ombre troublantes concernant Bethany soient éclaircies, pour la protection de votre fils. La mère de Cole, ancienne directrice d'école ayant passé 40 ans à écouter des adultes mentir sur des enfants, l'a écouté poliment, a raccroché, a appelé Cole et lui a dit simplement « J'ignore ce que la famille de ta fiancée cherche à cacher, mais ce sont eux qui le cachent. Épouse-la. » Mon père m'a envoyé un courriel depuis son adresse professionnelle, rédigé dans son style d'agent immobilier, avec pour objet, le mariage. Il y déclarait que la famille n'assisterait pas à la cérémonie, dans les circonstances actuelles, affirmant que j'avais été manipulé par une influence extérieure pour proférer des accusations délirantes, et que leur porte resterait ouverte dès que je serais prête à être honnête. Mon père avait bâti sa vie sur l'art de mettre en scène un bien immobilier, il mettait ici en scène la rupture pour la famille élargie, pour les apparences. La famille qui boycotte le mariage n'est pas celle qui a un secret honteux, c'est la partie blessée qui prend de la hauteur. Si triste pour Bethany. Près de 90 proches et amis de la paroisse ont reçu cette version par téléphone en moins d'une semaine. Ma tante Marcy m'a appelé pour « entendre ta version, ma puce », avec l'essoufflement caractéristique de la femme qui cherche à collecter un ragot plutôt qu'à poser une vraie question. Je lui ai répondu que je la recevrais dès qu'elle aurait envie de visiter la vérité, et qu'elle avait une jolie place près de la fenêtre. Elle n'a pas compris. Ce n'était pas grave, tout le monde allait bientôt comprendre. Nous nous sommes mariés le 11 juillet dans une petite église en pierre rafraîchie par des ventilateurs dans les allées latérales. Il y avait 80 chaises, et aucune n'était vide, des amis, la grande et chaleureuse famille de Cole, Rosa de la facturation vêtue d'une robe jaune, et 2 rangées d'employés de Maplewood qui m'avaient vu arriver chaque samedi pendant 10 ans et avaient posé leur après-midi en apprenant la nouvelle. Mon frère m'a conduite jusqu'à l'hôtel dans un costume gris choisi ensemble, ma main glissée sous son coude, comptant ses pas à voix basse. Il s'était entraîné avec Cole dans les couloirs verts, 40 mètres, puis tourné devant l'affiche de la mangeoire. À mi-chemin, il a cessé de compter, a contemplé tous ces visages tournés vers lui et s'est mis à rayonner comme un phare. L'église entière a ri et essuyé ses larmes en même temps. Lors de la réception, il a porté un toast sans que personne ne l'y invite. Il s'est levé, a tapoté délicatement son verre d'un doigt comme il l'avait vu dans un film, et a dit « Je m'appelle Danny. Bee est ma sœur. Elle venait le samedi, même quand il pleuvait. Cole fait les élastiques. Maintenant, on est tous une famille et ce n'est plus un secret. » Puis il s'est rassis et a mangé 2 parts de gâteau. Si mes parents avaient été là, ils auraient vu l'édifice de 24 années de mensonges s'effondrer en 28 mots, démoli par la personne même sur laquelle ils l'avaient bâti. Ils n'étaient pas là, mais une partie de la famille élargie était présente, des cousins et des oncles qui avaient gobé la version colportée par mon père. Je les ai vus faire la connaissance de Danny, faire le calcul entre son âge, ses traits et son nom de famille, j'ai vu ma tante Marcy le serrer dans ses bras les larmes aux yeux, avant de sortir précipitamment sur le parking avec son téléphone. La porte que mes parents avaient maintenue fermée pendant un quart de siècle était désormais grande ouverte au milieu de leurs propres proches. Et à chaque invité qui me demandait tout bas, « Mais de qui est-il le fils ?» je donnais la même réponse, calme comme un répondeur, demandé à son fiduciaire. Le message de mon père est arrivé à 21h, pendant la dernière danse. Une seule ligne, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. Il avait à moitié raison. Je n'avais pas son idée de la suite, mais j'avais déjà pris rendez-vous pour mettre en œuvre la mienne. 2 semaines après le mariage, la contre-attaque a été lancée, et elle ne m'a pas visé directement. C'est ce qu'il faut comprendre chez les gens comme mes parents, quand leur narration leur échappe, ils ne s'en prennent pas à vous, ils s'attaquent à ce que vous aimez, car c'est là que se trouve votre point vulnérable. Rosa m'a appelé un mercredi, et sa voix d'ordinaire si énergique tremblait, je ne devrais sans doute pas commencer par ça, mais c'est vous qui venez le samedi, alors tant pis, nous avons reçu une notification de l'avocat de Monsieur Townsend aujourd'hui. En tant que tuteur légal, il a enclenché une procédure de transfert. Il fait transférer Danny dans un établissement du sud de l'État. Motif invoqué, réajustement du niveau de soins et consolidation des coûts. Dans 60 jours, à 300 km d'ici. Pas un meilleur établissement, un établissement moins cher, et par un pur hasard, à 300 km de moi, des jeudis de Cole, du personnel qui le connaissait, et de sa fenêtre. J'étais dans ma voiture en moins d'1 heure. Et je vais vous dire exactement à quoi ressemble le fond du gouffre dans cette histoire, car j'y ai mis les pieds, cela ressemble à un homme de 26 ans assis sur son lit,
sa boîte à souvenirs en carton ouverte sur les genoux. En train de faire ses bagages parce qu'un aide-soignant a laissé échapper l'information. Danny n'est pas lent pour les choses essentielles, il est juste silencieux. Cela ressemble à la peluche du héron et à la photo encadrée de moi délicatement déposée dans le carton, et au puzzle du phare posé sur ses genoux parce qu'il ne rentre pas. Et cela ressemble à son regard posé sur moi depuis l'entrée, me demandant d'une voix plus minuscule que tout ce que j'avais entendu, « Bi. Si je déménage, qui aura ma fenêtre? Est-ce que les oiseaux sont au courant ?» Je me suis assise à côté de mon frère et je lui ai promis que personne ne déménagerait. J'ai prié ma grand-mère pour ne pas être en train de mentir. Il a posé sa tête sur mon épaule et nous sommes restés là, avec le carton, jusqu'au dîner. En partant, je me suis arrêté à l'accueil et j'ai demandé 2 choses à Rosa, d'une voix parfaitement stable, une copie de l'avis de transfert et l'intégralité des registres des visiteurs, depuis 2002. Le lundi matin, j'étais dans le bureau d'une avocate spécialisée dans la protection des majeurs, Dana Whitfield, une femme calme, des lunettes de lecture au bout d'une chaîne et une poignée de main ferme comme un verdict. J'ai déposé toute la pile sur son bureau, la facture trouvée à mes 19 ans, l'arrêt des versements du trust, l'avis de transfert, les registres et la photo de mariage où Danny rayonnait. Elle a tout épluché en silence pendant 20 minutes pendant que j'apprenais par cœur les motifs de son plafond. Puis elle a ôté ses lunettes et a prononcé la phrase que j'attendais d'entendre d'une autorité compétente depuis 10 ans, « Madame Bennett, votre frère n'a pas besoin que vous gagniez une dispute familiale. Il a besoin d'un nouveau tuteur. Allons lui en obtenir un. » L'après-midi même, nous déposions une requête en révocation de tuteur, une motion d'urgence pour suspendre le transfert, une demande d'audit financier complet du trust en qualité de partie intéressée et de bénéficiaire résiduaire désigné, car Dana avait récupéré l'acte original auprès de l'ancien notaire de Ruth dès le matin, et il s'est avéré que grand-mère Ruth m'y avait inscrite nommément, ainsi qu'un signalement factuel et circonstancié de 4 pages au bureau de l'inspecteur général de la sécurité sociale concernant un représentant légal qui n'avait pas signé le registre des visites de son pupille depuis mars 2004. Voici une leçon apprise cet été-là que mon père n'a jamais comprise, un juge des tutelles n'écoute pas les beaux parleurs. Un juge des tutelles lit. Et ce qu'un registre des visites représente pour un juge, c'est un témoignage irréfutable, 2 décennies d'entrées réparties en 3 colonnes nom, date, heure racontant toute l'histoire de ceux qui sont venus. Le nom de mon père figurait sur une seule page, le mien apparaissait 400 fois. Mon père disposait d'un préavis de 60 jours sur son avis de transfert, il n'avait aucune idée de la force probante de 10 années de samedi consignées par écrit. Voici une scène à laquelle je n'ai pas assisté directement, mais que j'ai reconstituée grâce au récit d'une soignante nommée Teresa, de Rosa, et d'une ligne figurant dans un rapport judiciaire. Je l'inclus parce que cette histoire vous doit l'intégralité du grand livre, y compris les pages qui coupent des 2 côtés. 9 jours après le dépôt de nos requêtes, alors qu'un contrôle de tutelle se passe sans doute mieux pour un tuteur que l'on a vu au moins une fois assumer sa charge, mon père a rendu visite à son fils. La première fois en 22 ans. Un mardi, à 14h40. Il a signé le registre. Les soignantes l'ont regardé faire, cherchant la bonne ligne comme un homme signant un registre d'hôtel dans une langue qu'il maîtrise mal, G. Townsend. Sa 2e inscription dans le volume, 22 ans et 4 mois après la première. Il portait son beau blazer, celui des rendez-vous clients importants. Il avait apporté un cadeau, un globe terrestre de bureau sous blister, avec l'étiquette du magasin encore collée sur le socle, le genre de cadeau qu'on achète pour un neveu de 11 ans qu'on ne connaît pas. Danny était à sa table près de la fenêtre. Et Danny, je veux que vous entendiez ceci tel que Teresa me l'a raconté, en s'interrompant à 2 reprises, Danny a levé les yeux vers cet inconnu sur le pas de la porte, et un vieux souvenir a refait surface sur son visage. Une vieille boîte à photos que grand-mère Ruthie avait transportée dans ses couloirs vers pendant 14 ans, c'est ton papa. C'est ta maman. Il t'aime de loin. C'était sa phrase à elle, il t'aime de loin. Mon frère s'est levé, a tiré la chaise en face de lui, la chaise qu'il gardait réservée autrefois, et a dit, tu peux t'asseoir là. Je l'ai gardée. Il l'avait gardée. 22 ans plus tard, la chaise était toujours disponible parce que Ruthie lui avait dit qu'il l'aimait de loin. Et Danny ne jette jamais un fait qui lui a été transmis par quelqu'un en qui il a confiance, il est le seul membre de cette famille à n'avoir jamais falsifié les comptes. Mon père est resté assis 19 minutes. Teresa a chronométré, car le registre comporte une colonne pour l'heure de sortie. Le tribunal l'a relevé plus tard pour ses propres motifs. Il a demandé à Danny si la nourriture était bonne, si le personnel le traitait bien. D'après le décompte de Teresa,
il a passé 6 de ces 19 minutes au téléphone à voix basse. Elle a distinctement entendu les termes « tarif journalier » et « placement de niveau 3 », car il a pris un appel concernant le transfert dans le sud en plein milieu de la visite, devant le fils à qui il rendait visite. Évaluons le coût de la prochaine adresse du garçon en face de lui comme un agent immobilier vérifiant des comparatifs en pleine visite. Il n'a pas ouvert le globe. Danny l'a déballé après son départ, l'a examiné avec gravité et a posé à Teresa une question qu'elle m'a dit devoir porter pour le reste de ses jours, c'est le monde entier. Il est dans quelle partie, lui ? 19 minutes. Puis mon père a serré la main de son fils. Il lui a serré la main et il est parti. Danny a remis la chaise à sa place habituelle et a déclaré à Rosa lors du dîner, avec ce ton factuel avec lequel il classe toutes ses certitudes, mon papa est venu. Il est très occupé. Il m'aime de loin. Puis il a mangé son pain de viande et a fait son puzzle. Les aides-soignantes sont rentrées chez elles et ont serré leurs proches un peu plus fort ce soir-là. Et l'une d'elles, Teresa, s'est assise dans sa voiture sur le parking et a tout consigné par écrit tant que c'était frais, date, heure, et l'expression « tarif journalier ». Car, comme elle me l'a confié plus tard, j'ai grandi dans une famille comme la vôtre, mademoiselle B. Je reconnais une preuve quand elle est assise sous ma fenêtre. Ce compte-rendu a été transmis en octobre, et une phrase en a été extraite pour figurer textuellement dans le rapport que le juge a lu, agrafé au registre des visites. Encadré par 22 ans de signature de ma grand-mère au-dessus et les miennes en dessous, unique visite du tuteur durant la période d'évaluation, 19 minutes, incluant un appel téléphonique relatif au transfert projeté passé en présence du pupille. Mon père pensait mettre le bien en valeur. Il n'a jamais compris, en 30 ans de visites immobilières, que la maison prenait des notes. L'ordonnance de suspension est arrivée en 9 jours. La juge Arlène Foss, du tribunal des tutelles et successions du comté, une femme que je n'ai jamais vue sourire et dont je n'avais nul besoin qu'elle sourie, a lu la requête d'urgence de Dana, a lu l'avis de transfert. A examiné 3 pages d'échantillons du registre des visites, choisi par Dana avec le soin d'un joaillier, et a bloqué le déménagement dans l'attente d'une audience complète. Danny gardait sa fenêtre. Il ignore à ce jour à quel point il a frôlé le départ, et il l'ignorera toujours si j'ai mon mot à dire et j'ai désormais mon mot à dire sur tout. Mais cette suspension n'était que le début. L'ordonnance essentielle était agrafée juste derrière, dans l'attente de l'audience, le tribunal retirait à mon père toute autorité sur le rue Townsend Special Need Trust et exigeait un audit financier complet. Chaque dépense depuis l'origine devant être justifiée avec facture à l'appui sous 60 jours. Et comme un signalement fédéral était désormais ouvert, l'administration de la sécurité sociale a discrètement réorienté les allocations de Danny vers un mandataire judiciaire neutre désigné par le comté dès le premier jour du mois suivant. Prenez la mesure de ce que cela signifiait concrètement, c'était le moment où l'engrenage imaginé par ma grand-mère s'enclenchait enfin, après 7 ans d'attente. Mon père avait passé 2 décennies à être le seul intermédiaire entre le monde extérieur et ce qui était dû à Danny. En un mardi d'août, sans un seul éclat de voix, les 2 robinets financiers, le trust et les allocations cessaient de lui répondre. Les documents ne crient pas, ils cessent simplement d'arriver. Je l'ai appris grâce à tante Marcy. Je dois vous parler de Marcy, car chaque famille semblable à la mienne possède la sienne, la tante qui a passé 20 ans à faire l'écho de ma mère, et 3 semaines à devenir quelqu'un d'autre. Ce qu'elle avait vu dans la salle de réception à Danny portant un toast, son visage, son nom de famille, cela l'avait traversé comme un courant d'air à travers une vieille vitre brisée. Elle avait appelé ma mère le soir même pour poser une question directe, « De qui est ce garçon ?» Et ma mère avait rétorqué de cette voix pincée qu'elle réserve aux taches sur le beau linge, « Ce n'est pas un sujet dont nous discutons. » Marcy m'a avoué plus tard que c'était ce « nous » qui avait tout déclenché, après 20 ans à n'être qu'un écho, elle entendait enfin ce qu'elle répétait. Marcy est ainsi devenue mon baromètre au sein de leur maison. Non pas une espionne, je ne lui ai jamais rien demandé, simplement une femme qui revenait de chaque coup de fil familial en me décrivant l'ambiance sans que je la sollicite, comme une pénitence. Et ce qu'elle me rapportait en ce mois d'août, c'était que mes parents jouaient la normalité à plein volume. Mon père a maintenu son grand barbecue annuel pour les clients de Townsend et compagnie Realty, guirlandes lumineuses, goodies publicitaires et la banderole de 5 mètres arborant le slogan qu'il utilisait depuis mon enfance, vendu par un père de famille. Il s'est tenu sous cette banderole, m'a raconté Marcy, et a prononcé son petit discours sur la famille comme étant « le seul bien qui compte vraiment », pendant que les gens applaudissaient avec leurs assiettes de viande fumée. Je suis resté pensif devant ce tableau, mon père sous sa banderole célébrant les valeurs familiales, alors qu'à 40 minutes au nord,
un mandataire public ouvrait son courrier et qu'un puzzle était sagement terminé près d'une fenêtre qu'il avait tenté de lui arracher. J'ai analysé ce que je ressentais, ce n'était pas du triomphe, c'était le vertige étrange de voir un homme danser sur un plancher que l'on sait déjà condamné. Il ne le savait pas encore. Tous ceux qui écoutent cette histoire le savaient avant lui. Le barbecue a eu lieu un samedi. Son comptable a reçu l'injonction de produire les comptes le lundi matin. Ce qui m'amène à mon oncle Verne. Verne est le frère cadet de mon père. Il a passé 30 ans à être l'homme de l'ombre de la famille, celui qui manie les chiffres, remplit les déclarations d'impôts de tout le monde en février et sait où tout est archivé. C'était le cabinet de Verne qui détenait les registres du trust. C'était Verne qui préparait chaque année les récapitulatifs officieux que personne ne demandait jamais à voir. Et c'est Verne qui m'a appelé moi, et non Dana, ce qui en disait long 9 jours après l'injonction, suggérant que nous nous rencontrions, en famille avant que les avocats ne rendent les choses déplaisantes. Nous nous sommes vus dans une chaîne de café près de la route 9, son choix, sur une banquette au fond. Mon oncle avait une mine affreuse, ce que je note sans le moindre plaisir. Il avait une chemise cartonnée avec lui. Évidemment, les hommes de ma famille arrivent avec des dossiers là où d'autres arrivent avec des fleurs. Betty, m'a-t-il dit un surnom que personne ne m'avait donné depuis mes 10 ans, ton père a fait des erreurs. Je suis le premier à le reconnaître. Mais cette histoire de trust, cette comptabilité. Tu dois comprendre à quel point ces arrangements familiaux sont informels. Les honoraires n'ont pas été correctement libellés, les catégories se sont mélangées. Si cela arrive devant un juge sans explication, cela ressemble. Il a fait tourner sa tasse. Cela ressemble à ce que ce n'est pas. Et qu'est-ce que ce n'est pas, ai-je demandé. Il a cligné des yeux. Comment ? Dis-moi à quoi cela ressemble, puis dis-moi ce que c'est réellement à la place. J'attends. Mon oncle a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait un document d'une seule page intitulé Protocole d'accord familial et décharge mutuelle. Je dois lui reconnaître que c'était du travail soigné, je retirai ma requête ainsi que le signalement fédéral, la famille restructurait le trust en nommant un nouveau cofiduciaire, Verne, et chacun reconnaissait par écrit que toute la gestion passée avait été régulière. Le paragraphe 4e faisait attester que mes démarches récentes résultaient d'un malentendu relatif aux pratiques financières informelles de la famille. Un malentendu. Encore ce mot fétiche. Cette porte de sortie par laquelle ils essayaient toujours de faire marche arrière. 24 ans à cacher un garçon vivant derrière le mythe d'un enfant mort, et l'échappatoire choisi était, Bethany a mal compris. Je ne signerai rien, ai-je dit. Et Verne, tu t'es trompé de personne. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'une décharge. Moi, je signe un registre de présence, première fenêtre à gauche, tous les samedis. Tu devrais essayer un jour, c'est le seul document dans cette famille qui a toujours dit la vérité. Je l'ai laissé avec son dossier et son café froid. J'ai appelé Dana depuis le parking. Elle a poussé un rire bref de prétoire et a dit, parfait. Maintenant, nous savons qu'ils ont compris. Puis elle a ajouté la phrase que je garde gravée dans mon esprit, Bethany, à partir de maintenant, ton seul rôle est de rester d'un ennui absolu. Ne signe rien, parle peu, sois à l'heure partout. Les gens qui ont monté cette machination vont la démonter eux-mêmes. Ils font toujours ça, la panique n'est qu'un aveu qui se déroule au ralenti. Elle avait vu juste sur toute la ligne. Le rapport comptable est arrivé fin septembre, 3 jours avant la date limite, établi par un cabinet d'expertise comptable externe, car Verne avait sagement sur le conseil de son tout nouvel avocat refusé de le rédiger lui-même. Dana m'a convoqué à son cabinet pour en prendre connaissance. Elle a posé la page de synthèse devant moi et s'est tournée vers la fenêtre pendant que je lisais une délicatesse de sa part pour ne pas avoir à observer les réactions de mon visage. Montant initial, octobre 2018, 150 000 $. Solde, septembre 2026, 11 200 $. La différence s'était évaporée en 51 retraits échelonnés sur 7 ans, et le relevé se lisait comme la biographie de mon père rédigée dans sa seule véritable langue. Rémunération trimestrielle du fiduciaire, non approuvé, 41 000 $ au total. Virement vers le compte d'exploitation de Townsend et Company Realty en 2019 et 2020 avec la mention « Besoin temporaire de trésorerie, 52 000 $, jamais restitué ». Anneau d'amarrage au port de Plaisance réglé en 2 paiements annuels sous l'intitulé « Stockage d'actifs ». Cotisation de club privé enregistrée sous « Relations publiques pour le trust ». Et enfin, la ligne qui m'a obligé à poser la feuille
un retrait de 900 $ en février 2019 avec la mention « Thérapie familiale », daté de la semaine même où Maplewood avait suspendu les séances d'orthophonie de Danny pour défaut de paiement. 900 $, le coût mensuel exact du programme d'activité complémentaire. Il n'avait même pas pris la peine d'inventer un autre montant, il avait simplement détourné l'argent des séances de rééducation de son fils vers un endroit doté d'un meilleur parking. Et moi, pendant 7 ans, j'avais compensé ces annulations avec mon propre salaire 4 cents $ par-ci, 380 par-là, persuadé de combler en silence un manque laissé par le destin. Je ne comblais pas un vide, je remplissais un réservoir que mon père vidait continuellement. Chacun sur son planning, lui avec ses relevés, moi avec mes samedis. La course de relais la plus pathétique du monde, dont un seul de nous savait qu'elle avait lieu. Il y a une dernière chose, a dit Dana après un long silence. Elle a fait glisser une pièce supplémentaire sur le bureau, obtenue lors de la procédure de communication des pièces depuis la boîte mail professionnelle du fiduciaire. Datée du 29 mai de cette année. Le 29 mai, 3 jours après que la paroissienne m'avait vu à la fête foraine. 2. Gordon Townsend à Vern Townsend. Objet, aucun. V. Dolan a vu B à la foire avec le garçon. Si ça s'ébruite, ça s'ébruite. Vu avec Hélène. Si le gamin Bennett fouille avant le mariage, mieux vaut que ça retombe sur B que sur nous. Elle n'a aucun document. Nous avons la tutelle. Rien d'écrit à personne. Transfère le dossier du trust à ton cabinet. G. Mieux vaut que ça retombe sur B que sur nous. Tout était là, en 10 mots. Toute la machination. Le dîner, les bougies, la serviette pliée, elle a un enfant secret. Ce n'était ni de la panique ni un malentendu, c'était un plan rédigé par mon père, validé par ma mère, vu avec Hélène. 3 semaines avant de porter un toast à mon fiancé et de me traiter de menteuse à la table où j'avais grandi. Ils s'étaient assis dans leur cuisine et avaient décidé en toute quiétude que le lieu le plus sûr pour cacher leur fils était de sacrifier ma réputation. Comme on rafraîchit la peinture sur une infiltration d'eau avant une vente, en laissant croire à la famille de l'acheteur que la mauvaise odeur provient de la jeune fille. J'ai relu le message 2 fois, et j'ai senti le dernier reste de tendresse que je conservais pour eux s'éteindre net, comme une radio que l'on débranche en plein morceau. La juge peut voir ça, ai-je demandé. La juge, a répondu Dana, va adorer. Le mois d'octobre a été celui du tuteur ad litem, l'enquêteur désigné par le tribunal, un homme d'âge mûr et bienveillant nommé Monsieur Okafor, dont la mission était d'être les yeux et les oreilles de Danny et de recommander, en toute indépendance, la marche à suivre. Il s'est rendu à Maplewood à 4 reprises. Il a interrogé le personnel, Rosa, les aides-soignantes, collant sa qualité de praticien, moi-même lors d'un long entretien approfondi, et mes parents au cours d'une entrevue très brève. Mon père ayant cru bon d'expliquer à 2 reprises qu'il s'agissait d'un litige purement financier déguisé en problème de prise en charge, la phrase la plus révélatrice qu'un homme ait jamais pu formuler devant un enquêteur judiciaire à propos de son propre fils. Et il a interrogé Danny. Il lui a demandé doucement, au-dessus du puzzle de phare, qui s'occupe de toi. Et mon frère, qui n'a jamais manqué de discernement sur l'essentiel, a répondu, Rosa fait les repas. Mademoiselle Carla fait le mardi maintenant. Cole fait les élastiques le jeudi. Bi vient le samedi. Même s'il pleut. Puis il a réfléchi et a ajouté la phrase qui s'est retrouvée mot pour mot à la page 9 du rapport officiel, Papa, c'est celui qui est sur les photos que grand-mère Ruthie apportait. Il ne venait pas. Avant, je lui gardais une chaise. Maintenant, c'est Bi qui s'assoit dessus. Le rapport de Monsieur Okafor a été remis à la juge Foss la dernière semaine d'octobre, révocation immédiate du tuteur actuel, désignation de la sœur, et transmission intégrale du dossier financier au procureur de la République. L'audience a été fixée au 11 décembre. Et pendant ces mêmes semaines, je le sais avec certitude car son nom est apparu sur le registre des visites le samedi suivant, une ligne en dessous du mien, d'une écriture tremblée, Monsieur Dolan, la paroissienne à l'origine de tout a fait les 40 minutes de route pour voir de ses propres yeux. Elle a rencontré Danny, est restée 2 heures, et est retournée raconter à toute la guilde des dames ce que les Townsend cachaient dans le comté de Harland depuis 24 ans. Ma mère avait passé sa vie à régenter ce cercle paroissial comme son jardin, elle allait découvrir ce que mon père s'apprêtait à découvrir, ce que chacun dans cette histoire a fini par apprendre, la vérité ne crie pas, elle constitue un dossier. Et la date d'audience finit toujours par arriver. C'est Marcy qui, au milieu de tout cela, m'a révélé la pièce manquante, le mois d'octobre 2018. Et avec elle, la réponse à la question qui me hantait depuis 7 ans,
Pourquoi une mourante confierait-elle 150 000 $ à un fils qu'elle avait passé 16 ans à contourner méthodiquement? Nous étions à ma table de cuisine un dimanche de novembre, Marcie avec son café décaféiné et sa nouvelle résolution de franchise totale, quand elle s'est interrompue au milieu d'une phrase, « Tu sais, j'étais là, à l'hospice, la semaine où elle a mis tout ça en place. » Je ne le savais pas. Personne ne le savait. Marcie avait conduit Ruth à ses rendez-vous cet automne-là, ma mère étant, trop sensible, pour les chambres de soins palliatifs. Lors de l'un de ces trajets, Ruth avait demandé à s'arrêter seule au cabinet de son notaire pendant 40 minutes. 2 jours plus tard, à l'hospice, Marcie était revenue plus tôt de la cafétéria et avait surpris, à travers une porte entr'ouverte, la seule dispute qu'elle ait jamais entendue entre ma grand-mère et mon père. La voix de mon père, basse et calculatrice, des décennies de frais, mère. Quelqu'un devait bien assumer l'image d'eux. Et Ruth lui coupant la parole, avec cette voix que Marcie ne lui avait entendue qu'une fois, sur la tombe de son mari, face à un automobiliste garé sur la pelouse, « Tu n'as rien assumé du tout. Cet enfant ne t'a rien coûté d'autre que la vérité, et tu as fait faillite là-dessus. Je t'observe depuis 16 ans, Gordon. J'espérais avoir élevé un homme meilleur, et à la place, j'ai continué à rouler vers le nord. » Et puis ma grand-mère a prononcé ces mots que Marcie m'a certifiés et qui éclairent chaque pièce du dossier, « Voici donc ma dernière proposition, je laisse l'argent à ton nom. La totalité, pour Danny, entre tes mains. Pas parce que j'ai confiance en toi, mais parce que j'en ai assez de douter. Depuis 16 ans, je me demande ce que tu ferais si le choix t'appartenait vraiment. Maintenant, je le saurai, et toi aussi. Et si je me trompe sur ton compte une fois de plus? » Marcie m'a dit qu'on n'entendait plus que le souffle régulier du respirateur. « Alors ce n'est pas à moi que tu auras des comptes à rendre. » J'y ai veillé. 8 ans avant qu'un greffier de la salle 2B ne brise le sceau d'un pli portant la mention « à n'ouvrir qu'en cas de procédure judiciaire », ma grand-mère avait dit en face à mon père, depuis son lit d'hospice, que le piège était armé et le mettait au défi de s'en sortir indemne. Elle lui avait confié cet argent comme on donne de la corde à un coupable, comme une épreuve ultime, avec un témoin déjà désigné. Le trust n'avait jamais été un simple compte d'épargne, c'était l'examen final de Gordon Townsend, rédigé par la seule femme qui l'avait évalué sans complaisance toute sa vie, et elle avait fait en sorte que les résultats soient proclamés après sa mort, en public et sous serment. Elle connaissait son fils, capable de séduire n'importe quel auditoire vivant, elle lui avait donc choisi un juge d'outre-tombe. 9 semaines après l'enterrement, il effectuait son premier retrait. Il avait eu 150 000 occasions de réussir le test, il les avait dilapidées au port de Plaisance. Marcie a pleuré à ma table de cuisine, je pensais que c'était juste de la rancœur familiale. Je me suis dit que c'était la morphine. Je n'ai jamais rien dit à personne. Si seulement j'avais parlé. Elle n'avait pas besoin que tu parles, ai-je répondu en serrant la boussole entre mes doigts. Elle avait déjà tout consigné. Elle avait seulement besoin que quelqu'un la conduise vers le nord. Et c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai compris à propos des femmes silencieuses dans les familles comme la mienne, ma grand-mère, Teresa dans sa voiture, et même Madame Dolan avec son observation fortuite. Les braillards dirigent le récit familial, mais les discrètes en tiennent les registres. Et chaque document capital dans cette affaire a été préservé par une femme que personne ne surveillait, attendant le jour où un tribunal poserait enfin la question. L'effondrement, dans une famille comme la mienne, ne commence pas par les tribunaux, il commence par le réseau téléphonique qui se retourne. Pendant 24 ans, mes parents avaient tenu le standard familial, les pauvres Gordon et Hélène, ils ont perdu un bébé, n'en parlons pas. Les pauvres Gordon et Hélène, leur fille est devenue si étrange, prions pour elle. Les proches répétaient ce refrain sans réfléchir. Puis, en l'espace d'un automne, le standard a inversé les rôles. D'abord Marcie racontant à ses belles-sœurs ce qu'elle avait vu au mariage. Puis Madame Dolan, de retour de son entrevue de 2 heures avec une photo d'elle et de Danny radieux devant un phare, témoignant auprès de toute la guilde. Puis les cousins appelant les cousins. Un mensonge maintenu par le silence ne possède aucun anticorps, il n'a jamais eu à survivre au contact d'un seul fait réel. Et le premier fait avéré qui s'échappe le dévore tout cru. En novembre, la question qui agitait la famille n'était plus de savoir de qui était cet enfant, mais la vraie question, celle qui ébranlait tout, nous avons apporté des plats cuisinés à cette femme pour un bébé mort. Où étaient les obsèques? Il n'y avait jamais eu d'obsèques. Tout le monde l'a réalisé d'un coup, comme une évidence, ni funérailles, ni avis de décès, ni pierre tombale, ni date.
Le deuil avait servi de clôture parfaite, personne ne conteste la douleur, tout le monde respecte ses murs. Étage 40 personnes découvraient simultanément ce qui avait été enfermé derrière ces murs pendant 2 décennies. La guilde paroissiale n'a pas voté l'exclusion de ma mère, ce n'est pas ainsi que procèdent les paroisses. Ce qui s'est passé a été plus discret et sans appel, la commission de la kermesse de Noël a été restructurée, et le bulletin paroissial a annoncé la nouvelle présidente et ce n'était plus elle, après 11 ans de règne. Le groupe de prière l'a maintenu sur sa liste, c'est le génie des gens d'église, ils l'ont rétrogradé au rang de personnes pour qui l'on prie. Ma mère avait façonné l'opinion de cette congrégation depuis avant ma naissance, désormais, assise sur son banc habituel, la congrégation la jugeait en retour vit une politesse glaciale. À travers des plats qui ne venaient plus et des conversations qui s'interrompaient à son approche avec le bruit feutré d'un livre de cantiques qu'on referme. Elle est venue frapper à ma porte le 2e dimanche de novembre, seule. Je pense que mon père l'ignorait. Elle se tenait sur mon porche dans son beau manteau, serrant un sac isotherme contenant un plat cuisiné comme un passeport délivré par un pays qui venait de la bannir. Dès que j'ai ouvert, elle a lancé la phrase qu'elle avait dû répéter tout le long du trajet, « Ce n'est pas moi qui ai décidé, Bethany, tu dois comprendre. C'est ton père qui a tout décidé. Je n'ai fait que suivre. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je suis resté sur le seuil, la main sur le chambranle, la laissant meubler le silence. Et ma mère si digne, au chuchotement si mesuré s'est effondrée sur mon perron avec ses propres mots, à pleine voix, elle avait cédé pour me protéger, disait-elle, je devais penser à l'enfance privilégiée que j'avais eue. À la vie normale qu'il m'avait offerte, c'était elle qui avait le plus souffert, elle qui avait perdu un fils sans même pouvoir le pleurer en public. Et quand elle a vu que rien de tout cela n'altérait mon expression, le masque est tombé tout à fait, laissant échapper la véritable pensée qui couvait depuis toujours, nous avions une vie, Bethany. Nous avions un nom dans cette ville. Et tu l'as jeté en pâture à des inconnus pour un garçon qui ne comprend même pas ce qui lui arrive. Voilà. Pour un garçon. En 24 ans, Danny n'avait jamais été un être humain à ses yeux, il était un défaut dans la propriété, une servitude cachée qui ferait capoter la vente. Il comprend le samedi, ai-je répondu. Il l'a compris pendant 10 ans. C'est bien plus de compréhension que cette famille ne lui en a jamais accordé. J'ai gardé le ton que Dana m'avait enseigné, ce ton calme des actes de procédure. 3 choses, maman, et ensuite je rentre chez moi. Premièrement, la situation de Danny est entre les mains d'un juge. Tout ce que tu as à dire passera par son avocate, pas par mon Porsche. Deuxièmement, le 11 décembre, je répondrai sous serment à chaque question qui me sera posée, sans rien omettre. Non pas pour vous nuire, mais parce qu'il a droit à au moins un membre de sa famille qui dit la vérité. Troisièmement. Et là, j'ai fixé ses mains crispées sur son plat cuisiné. Ses mains qui préparaient un poulet à l'orange pendant qu'un plan était échafaudé pour désigner lequel de ses 2 enfants il fallait noyer, la veille du jour où tu as aidé papa à me traiter de menteuse devant mon fiancé, vous en aviez déjà convenu ensemble par écrit. Vu avec Hélène. C'est consigné dans les courriels. Je l'ai lu. Alors nous avons dépassé le stade de savoir qui a décidé. Ma mère est restée figée. Puis elle a murmuré d'une voix blanche, « Tu as toujours été une fille insensible. » Et elle a regagné sa voiture. Ce ne fut pas une victoire. C'était simplement fermer une fenêtre dans une maison glaciale. La nécessité possède sa propre température, et elle n'a rien de chaleureux. Le mois de novembre de mon père a été plus violent, car toute son existence reposait sur un public et le public se nourrit de rumeurs. Townsend et compagnie Realty avait été son véritable deuxième fils, c'est là qu'était allée l'attention, les investissements, l'orgueil. Vendu par un père de famille. Sa photo sur les abribus, les chariots de supermarché, les panneaux du terrain de baseball. Une marque personnelle est une chose merveilleuse, jusqu'au jour où elle devient le véhicule de votre propre déchéance. Le parquet n'avait pas encore formellement engagé les poursuites que le mal était fait. Paroisses et agences immobilières se côtoient de près, à la mi-novembre, chaque négociateur de son agence avait entendu la phrase fatale, « Il a un fils handicapé dans un foyer qu'il a fait passer pour mort, et on dit qu'il a dépensé l'argent du gamin. » Le réseau de franchise sous lequel son agence opérait lui a adressé un courrier suspendant leur partenariat dans l'attente des conclusions judiciaires. Ses 2 meilleurs agents sont partis chez le concurrent d'en face avant Thanksgiving. Des clients ont appelé, gênés, pour retirer leur mandat de vente.
Un diacre aurait déclaré qu'il préférait renoncer à vendre plutôt que de laisser ce panneau sur sa pelouse sous le regard des voisins. Les bancs d'autobus étant sous contrat jusqu'à la fin de l'année, son visage a continué à sourire à toute la ville au-dessus de son slogan pendant 6 semaines encore, vendu par un père de famille, défilant devant le tribunal 2 fois par heure sur la ligne de bus numéro 4. Comme la chute d'une mauvaise plaisanterie dont tout le comté connaissait le secret, sauf lui. Sur le plan fédéral, la décision est tombée la semaine de Thanksgiving, 62 000 $ de prestations sociales d'un adulte dépendant détourné au fil des ans. Remboursement exigé, signalement pénal confirmé. Le port de Plaisance a récupéré son anneau en novembre, le bateau a été vendu à perte en fin de saison pour régler les honoraires du premier avocat, qui a vite été remplacé par un second. Le club privé dont il fréquentait les soirées du mardi depuis 19 ans a accepté, avec regret, une démission qu'on lui avait vivement suggéré de présenter. Et la dernière semaine de novembre, un panneau, à vendre, a été planté sur la pelouse de la maison de mon enfance sur Birchwood-Lane, la maison avec le bureau, le tiroir et la facture. Ce n'était pas son panneau, sa franchise était suspendue. La maison était mise en vente par Hargrove Realty, son rival historique depuis 20 ans. On m'a rapporté qu'il était resté debout dans le jardin pendant la pose du panneau, ajustant l'alignement de 5 cm, même déchu, l'homme avait encore besoin que la mise en scène soit parfaite. La semaine précédant Thanksgiving, j'ai été entendu au bureau du procureur, une salle de réunion avec une longue table, un enquêteur financier nommé Reyes, une inspectrice de la sécurité sociale. Un greffier et 4 heures d'interrogatoire sur des faits que je ressassais dans mon esprit depuis mes 19 ans. Il y avait dans leur rigueur méthodique un étrange réconfort, quand les institutions s'emparent enfin d'une affaire, elles posent dans l'ordre les questions que les familles évitent pendant des décennies. Au cours de la 3e heure, Reyes a ouvert une chemise et a fait glisser un tableau récapitulatif, « Nous avons besoin que vous certifiez ces lignes. Ce sont vos dépenses. » C'était mon propre argent, imprimé sur cette année. Ils avaient réquisitionné l'ensemble des registres comptables de Maplewood. Et quelqu'un, dans ce bureau, avait fait ce que personne dans ma famille n'avait jamais fait, faire le compte de ce que j'avais donné. Orthophonie, mars 2019, 380 $. Atelier musical récurrent. Sortie. Reste à charge dentaire non couvert par le Trust en 2021. 89 lignes. 7 ans. Un peu plus de 31 000 $. Les 4 derniers chiffres de ma carte bancaire apparaissant de haut en bas comme une signature continue. J'ai paraphé chaque page l'une après l'autre. Ce fut l'heure la plus singulière de cette année-là, je n'avais jamais vu ce total assemblé. J'avais payé comme on paie pour tout ce qu'on aime, par petites sommes supportables. On ne porte jamais le poids du total d'un coup. Et maintenant, ce montant figurait noir sur blanc sur du papier officiel entre 2 fonctionnaires. L'inspectrice de la sécurité sociale a fixé le document, puis a levé les yeux vers moi pour poser la seule question qui ne figurait pas sur sa liste, « Madame Bennett. Durant toutes ces années, saviez-vous que le trust existait et était provisionné ? » ?»« Non, madame. Je ne l'ai découvert qu'en juillet dernier. » Elle a hoché la tête lentement, a pris une note et a murmuré en direction du dossier, « Ainsi, les déficits qu'il créait, vous les combliez à l'aveugle depuis 7 ans. Dans notre jargon, nous appelons cela une restitution involontaire. D'ordinaire, les flux financiers vont dans l'autre sens. » Ce fut tout. Je suis rentré chez moi les mains fermes sur le volant, et ce n'est qu'une fois garé dans notre allée que les larmes ont coulé. Ce n'était ni tout à fait du chagrin, ni tout à fait de la colère, c'était l'étrange vertige de se voir ainsi chiffré, de voir cette année de dévouement invisible matérialisée en 89 lignes comptables. Cole est sorti me rejoindre dans la voiture dans la lumière du Porsche. Quand j'ai pu parler, j'ai simplement dit, ils m'ont comptabilisé. Il n'a pas demandé d'explication. Il a juste répondu, il était temps que quelqu'un le fasse. J'ai signé la dernière page en confirmant ma renonciation écrite, pas un centime ne devait m'être restitué. Chaque somme récupérée devait retourner au trust de Danny. Reyes a tenté, avec une bienveillance professionnelle, de m'en dissuader, vous y avez droit. Je lui ai dit ce que je vous dis aujourd'hui, je n'ai pas passé 7 ans à acheter une créance, j'ai passé 7 ans à tenir une promesse dont j'ignorais être la dépositaire. L'argent n'a jamais été à moi, il n'a jamais été à lui, il a toujours appartenu à Danny. La seule chose qui a changé dans cette famille, c'est la vérité sur l'identité de celle qui veillait dessus. Les poursuites pénales ont été engagées le 1er décembre, abus de confiance aggravé, abus de faiblesse sur personne vulnérable et détournement de fonds par un fiduciaire.
mon père s'est présenté au commissariat accompagné de son troisième avocat, est rentré chez lui pour le dîner, et le journal local a publié l'information en première page avec sa photo des abribus. Certains titres s'écrivent tout seuls. La même semaine, j'ai accompli les 2 derniers actes qui me restaient, 2 lettres. La première au procureur, par l'intermédiaire de Dana, confirmant que je témoignerais sans réserve si nécessaire, que je renonçais à toute indemnisation personnelle au profit du trust reconstitué, et que, concernant ma mère absente des comptes mais omniprésente dans le silence complice, je dirais toute la vérité sans pour autant réclamer de poursuite pénale contre elle. Non par clémence, mais parce qu'il ne restait à Dany qu'une seule sœur après ce naufrage, et que cette sœur refusait de passer les 10 prochaines années à être celle qui avait envoyé ses 2 parents en prison. Ma grand-mère avait demandé une chose, préserver la paix et la place de Dany près de sa fenêtre. Un frère dont les 2 parents sont sous les verrous ne préserve rien de tout cela facilement. La seconde lettre a été adressée à mes parents. Un courrier recommandé d'1 page, contact désormais limité aux seuls avocats. Et un dernier paragraphe que j'ai réécrit 11 fois avant de le laisser sous sa forme la plus simple. Vous avez passé 24 ans à expliquer à tout le monde que j'étais la menteuse et qu'il était la tragédie. Vous avez désormais rencontré les pièces officielles, elles attestent qu'il était le trésor et que vous étiez la tragédie, et elles l'attestent sous votre propre signature. J'ai fini d'être l'endroit où vous entreposez ce que vous refusez d'affronter. La place près de la fenêtre est occupée. Mon père m'a appelé une fois après sa mise en examen, tard le soir, depuis un numéro masqué. J'ai laissé sonner. 31 secondes de message que j'ai écouté 2 fois, une fois ce soir-là, une fois avant l'audience. Bethany, c'est ton père. Tout ce que j'ai bâti, je l'ai bâti pour cette famille. Tout. Tu veux parler de ce garçon? Ce garçon aurait englouti notre famille tout entière. Quelqu'un devait faire un choix. Personne ne remercie jamais celui qui prend les décisions difficiles. Rappelle-moi et réglons cela entre adultes. Ou ne rappelle pas, et vis avec les décombres quand la justice en aura fini avec nous tous. J'ai écouté l'enregistrement avec Cole dans notre cuisine. Puis j'ai dit ce dont j'avais attendu toute ma vie d'être certaine, il ne regrette rien. Il essaie juste de négocier. Oui, a répondu Cole. Et le juge n'a pas besoin de ses regrets. Cette nuit-là, la nuit de la photo d'identité judiciaire de mon père, j'ai dormi 8 heures d'un sommeil sans rêve, le sommeil d'une femme dont les dossiers sont enfin parfaitement classés. 10 jours plus tard, nous franchissions les portes de la salle d'audience de la juge Foss pour conclure ce qu'une jeune fille de 19 ans munie d'une facture volée avait amorcé 10 ans plus tôt. La salle 2B du tribunal des tutelles est une petite pièce beige où les vieux radiateurs claquent comme des articulations. Ce 11 décembre au matin, elle rassemblait plus de protagonistes de cette histoire qu'il n'en avait jamais existé en un même lieu, mes parents et leur avocat à une table, Dana et moi à l'autre, mon oncle Verne, cité à comparaître, au 2e rang avec son propre avocat et le teint cireux, M. Okafor avec ses dossiers volumineux, Rosa dans sa robe jaune, 2 aides-soignantes de Maplewood sur leur jour de repos, tante Marcy, et 3 sièges plus loin, droite comme un cierge, Madame Dolan, celle qui avait aperçu une vérité à un stand de beignets et l'avait suivie jusqu'ici. Dany est venu pour la séance du matin, une décision prise posément avec Monsieur Okafor, il voulait voir la juge, dire ce qu'il avait à dire, et repartir avant, la partie où l'on se dispute, ce qui est la stratégie judiciaire la plus sensée que j'ai jamais entendue. Il était assis entre Rosa et moi, dans un pull de la couleur exacte des rideaux de sa chambre, serrant contre lui la boîte en fer blanc du phare qu'il avait absolument voulu apporter. Quand la juge Foss est entrée et que tout le monde s'est levé, c'est Dany qui s'est tenu le plus droit. Je vous épargnerai le déroulé technique de la procédure pour ne vous relater que les 3 moments qui ont marqué cette salle à jamais. Le premier fut l'examen des registres. Dana a déposé les livres de visite comme pièces à conviction, un par un, de 2002 à 2026, des registres reliés en toile aux coins usés. Puis, au lieu de résumer, elle a demandé à la cour l'autorisation de lire les noms et les dates pendant 4 minutes. Elle a commencé par le premier tome, la page la plus désertique de toute cette affaire, 2 années entières, 2002 à 2004, où presque personne n'est venu. Un garçon déposé dans une institution, une famille devenue silencieuse, des signatures de soignants et rien d'autre. Puis, comme une éclaircie, R. Townsend, mars 2004. R. Townsend, avril 2004. L'écriture soignée de ma grand-mère, 2 fois par mois, année après année. Puis, R. Townsend, août 2016. B. Townsend, août 2016, le jour où nos visites se sont croisées pour la première fois. Puis la signature de Ruth qui s'espace en 2018 avant de s'interrompre.
Et enfin, uniquement la mienne. Samedi après samedi après samedi. 400 inscriptions scandées dans une salle silencieuse comme un métronome implacable. À la 3e minute, j'ai compris que Dana ne lisait pas un simple registre, elle donnait lecture de la véritable famille, celle qui avait répondu présente en 3 colonnes. Ma mère fixait ses mains. Mon père a regardé sa montre, et j'ai vu la juge Foss l'observer en train de le faire. Et la signature du tuteur apparaît quand, a demandé la juge. Une seule fois, votre honneur. En mars 2004, page 11 du tome 2. En 22 ans. En 22 ans. Le deuxième moment fut la lecture du courriel. L'avocat de mes parents avait tenté de s'opposer à sa recevabilité et avait échoué. La phrase a donc été lue pour être inscrite au procès-verbal, mieux vaut que ça retombe sur B que sur nous. Lue par la voix monocorde du greffier et le ton parfait, celui du papier lui-même. Je n'ai pas regardé mes parents. J'ai regardé Danny, qui tripotait distraitement le couvercle de sa boîte, sans vraiment comprendre. Puis son attention s'est figée, car son propre prénom est un mot qu'il ne manque jamais. Le greffier a lu « B » à la foire avec le garçon, et mon frère a levé les yeux, le garçon. Il m'a regardé, cherchant à savoir s'il s'agissait d'une plaisanterie. J'ai posé ma main à plat sur son genou. Son avocate l'avait prévenu, ton père a écrit des choses dures, la juge doit les entendre. Mais être prévenu est une chose, entendre le plan de son père lu à voix haute dans un tribunal, où l'on est réduit à « ce garçon », en est une autre. Danny s'est penché vers moi et m'a chuchoté à l'oreille, papa s'est trompé de prénom. Moi, c'est Danny. Oui, c'est toi, ai-je murmuré en retour. La juge le sait. La suspension d'audience a été prononcée à 11 heures. Et dans le couloir, sur le long banc en chêne, s'est produit l'instant vers lequel toute cette histoire marchait silencieusement depuis 24 ans. Un moment qui ne figure dans aucun procès-verbal, qui a brisé le cœur de tous les témoins présents et qui n'était planifié par personne, surtout pas par lui. Mes parents sont sortis pour s'entretenir avec leur avocat. Danny s'est levé du banc, sa boîte en fer dans les 2 mains, et s'est avancé vers eux, passant devant la main tendue de Rosa. Il s'est planté droit devant notre père et lui a tendu la boîte, il y a $217, a dit Danny. J'ai compté 2 fois. C'est l'argent de mes petits travaux et de Noël. Mon père a baissé les yeux vers la boîte ornée d'un phare comme un homme regarde un orage approcher. Danny l'a avancé de quelques centimètres, c'est pour la fenêtre, a-t-il expliqué d'une voix posée, cette voix pédagogique qu'il emploie quand il pense qu'on n'a pas compris une évidence. Si je te donne l'argent, je peux rester près de ma fenêtre. C'est bien ça la règle? C'est une histoire d'argent. Il a cherché un signe d'approbation sur le visage de nos 2 parents, est-ce que ça suffit? Le couloir est devenu d'un silence sépulcral. Ma mère a émis un son étranglé, a plaqué sa main sur sa bouche et s'est détournée, son premier geste sincère en un an. Mon père a fixé la boîte, puis son fils de 26 ans qui lui offrait $217 pour avoir le droit de conserver une fenêtre. Et cet homme qui avait toujours eu une réponse pour chaque auditoire s'est retrouvé totalement démuni. Sa bouche s'est ouverte, rien n'en est sorti. Je suis arrivé à cet instant, je me suis agenouillé et j'ai refermé les mains de Danny sur sa boîte, trouvant les seuls mots vrais assez simples pour le rassurer, non, mon grand. La fenêtre a toujours été à toi. Personne n'a le droit de te la vendre. La juge est en train de l'écrire noir sur blanc aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. Danny m'a scruté un long moment, alors pourquoi tout le monde est triste? Parce que certains d'entre nous viennent d'apprendre quel prix tu croyais devoir payer. Il a gardé sa boîte. Il est rentré avec Rosa après le déjeuner comme convenu, il n'était donc pas là pour les débats de l'après-midi, ni pour le 3e moment, celui réservé aux adultes, à ceux qui lui devaient réparation. L'après-midi fut brève. L'avocat adverse a tenté de plaider la gestion familiale informelle et l'absence d'intention malveillante. Verne, sous serment, pâle comme son costume, a répondu aux questions pendant 11 minutes d'une voix de plus en plus éteinte, confirmant que les états d'honoraires avaient été rédigés rétroactivement, le terme comptable pour dire « après s'être fait attraper ». Puis Dana a pris la parole, « Votre honneur », une dernière pièce issue du dossier du trust, la lettre d'instruction de la fondatrice. Elle comporte un addendum personnel dont nous sollicitons la lecture. Ma grand-mère avait rédigé 2 documents en octobre 2018, un mois avant sa mort, les consignes de gestion d'une part, et d'autre part une lettre cachetée portant la mention « à n'ouvrir qu'en cas de procédure concernant mon petit-fils ». Elle savait. C'est ce que je veux que vous compreniez à propos de Ruth Townsend, elle observait son fils depuis 16 ans,
constatait l'absence de visite et le maintien du mensonge. Elle lui avait malgré tout confié ce trust parce que l'espoir est une vertu, mais elle avait préparé la riposte pour le jour où cet espoir faillirait, parce que la prévoyance en est une autre. Elle avait tendu le piège avec l'argent et laissé le constat dans le dossier, patient comme le papier pendant 8 longues années. Le greffier a ouvert l'enveloppe, et la voix de ma grand-mère a résonné dans le prétoire depuis l'au-delà. Si cette lettre est lue aujourd'hui, c'est que mon fils a failli à ses devoirs envers son propre fils, qu'un tribunal en est témoin, et je ne saurais m'en étonner. Gordon a reçu toutes les chances que j'ai pu lui offrir, y compris cet argent qui était sa dernière mise à l'épreuve. Pour le tribunal, le registre des visites vous dira toute la vérité sur ma famille. Nous sommes tous, sans exception, le reflet exact de nos signatures. Confiez la garde de Daniel à celle dont le nom remplit le livre. Elle a trouvé son chemin vers lui dès l'âge de 19 ans sans jamais recevoir un mot de remerciement, et elle n'a jamais eu besoin de carte. Je ne lui ai pas légué ma boussole pour qu'elle trouve sa route, je la lui ai laissée pour qu'elle sache que quelqu'un l'a vu l'emprunter. Ruth. J'avais tenu bon durant la lecture des registres. J'avais tenu bon dans le couloir. Mais là, je me suis effondré et j'ai cessé de lutter. J'ai pleuré dans cette salle d'audience comme on pleure lorsqu'une dette dont on ne réclamait plus le règlement est subitement acquittée par un compte dont on ignorait l'existence. Quelqu'un l'avait vu. 10 années de samedi, de plats qui refroidissaient sur le siège passager, de mensonges pour protéger la paix d'un frère tandis que la famille faisait de moi sa menteuse officielle. Et pendant tout ce temps, la femme la plus lucide que j'ai jamais connue m'observait, tenait ses propres comptes et les avait classés là où seule la justice pourrait les retrouver. La juge Foss a laissé le silence s'installer. Puis elle a rendu sa décision avec cette netteté propre au grand magistrat, révocation immédiate du tuteur pour faute grave. Le tribunal a fait consigner pour les membres de la famille présents, dont certains semblent avoir besoin qu'on leur rappelle l'arithmétique élémentaire, qu'en 24 années d'archives, il n'apparaissait qu'une seule présence adulte constante dans la vie du pupille. Et qu'il la nommait tutrice légale et administratrice du trust aux côtés d'un mandataire public dès avant les fêtes, car le pupille n'a que trop attendu, et le dossier judiciaire également. Le coup de marteau a retenti une seule fois, l'affaire était jugée. Aux yeux de la loi, mon frère appartenait désormais et pour toujours à celle qui venait le samedi. Près des portes, mon père boutonnait son manteau. Nous nous sommes retrouvés face à face, sans avocat entre nous. Il m'a regardé cet éternel regard d'inventaire et a murmuré, « Ta grand-mère n'a jamais compris ce qu'il en coûte de préserver le statut d'une famille. » C'est vrai, ai-je répondu. Elle s'est contentée de préserver la famille. Je suis sorti dans le froid de décembre où Cole m'attendait avec mon manteau. Le bus numéro 4 est passé devant les marches du palais de justice, le visage de mon père souriait toujours sur l'affiche publicitaire, affichant ces 4 mots qui prenaient enfin tout leur sens, vendus par un père de famille. Il nous avait mis en vente toute notre vie, le mot de la fin appartenait simplement à grand-mère Ruthie. 6 mois représentent un temps très long dans les tribunaux, mais un souffle au bord d'une fenêtre. En juin suivant, la justice avait achevé son œuvre, mon père a plaidé coupable en mars d'abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Condamné à 90 jours de détention, effectué en semi-liberté pour travail, 5 ans de mise à l'épreuve et une obligation de restitution fixée à 211 000 $ au profit du trust sous le contrôle strict de la juge Foss. La maison de Birchwood Lane a été vendue en février par l'agence concurrente, une jeune famille s'y est installée avec une balançoire, et la quasi-totalité des fonds a réintégré le trust, dépassant son montant initial de 150 000 $. Mon père loue désormais un 2 pièces dans l'est de la ville et exerce dans une petite agence franchisée à 2 localités de là, faisant visiter les mandats des autres le dimanche. Les affiches des abribus ont été remplacées en janvier par celles d'un orthodontiste. Marcy m'a raconté que lors de sa première journée portes ouvertes, une cliente l'a reconnue dans la cuisine et s'est détournée sans un mot. C'est là sa véritable peine, exercer désormais là où tout le monde sait. Verne a accepté une suspension de 2 ans de son titre d'expert comptable, a remboursé l'intégralité des honoraires indûment perçus et a collaboré avec le procureur. Il tient aujourd'hui des comptabilités non officielles au noir pour des gens qui ne vérifient pas les registres. À Noël, il m'a envoyé une carte sans adresse de retour, je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Ma mère n'a rien vendu, rien avoué et n'a fait l'objet d'aucune poursuite, son silence lui a servi de refuge juridique. Mais sa peine a été libellée dans sa propre monnaie, la Guilde l'a maintenue sur la liste de prières tout en l'écartant de toutes les commissions. Le standard téléphonique familial passe désormais par Marcy, et la vérité a circulé. Elle vit dans un appartement près de l'église, avec son beau manteau et ce nom en ville qu'elle a préféré à ses 2 enfants mais un nom que chacun s'est désormais entaché.
Et voici ce qu'il en est de la boîte à chaussures, car mon frère s'est révélé être le juge le plus sage de tous. En janvier, ma mère s'est mise à lui écrire chaque mois des cartes ornées d'oiseaux avec des phrases courtes et appliquées, sans rien réclamer. Danny les reçoit toutes, contemple chaque oiseau un long moment, puis dépose la carte sans l'ouvrir dans une boîte à chaussures sous sa fenêtre, sur laquelle il a inscrit au feutre, peut-être. Pas, oui, peut-être. À 26 ans, il avait résumé en un mot la portée exacte de ce qu'elle méritait. En mai, elle a sollicité un droit de visite par voie d'avocat. Danny a réfléchi, elle pourra venir à Noël. Noël, c'est le moment où l'on a droit à une autre chance. L'ordonnance est donc actée, une visite encadrée pour Noël, s'il le désire toujours. Ma mère a fait répondre par son avocat, dites-lui que j'attendrai. Pour la première fois, je l'ai cru, attendre Danny est devenu l'affaire de la famille, et elle est simplement la dernière embauchée. Le trust, pleinement rétabli, assure désormais son office sous la supervision conjointe d'un mandataire public, l'orthophonie, les sorties, la musique et l'atelier d'art ont repris. En avril, lors de l'exposition d'art adaptée au centre municipal, la toile de Danny a attiré tous les regards, un phare au volet vert projetant sa lumière sur une mer sombre, avec deux silhouettes à une table derrière la vitre éclairée de la maison du gardien. La légende indiquait, le gardien reste. Des Townsend, artiste. Elle a été vendue dès la première heure pour $217, un prix qu'il avait fixé lui-même. L'argent a rejoint sa boîte en fer qui porte désormais l'étiquette « Travail et art », et que personne ne confondra plus jamais avec le loyer d'une fenêtre. En juin, mon frère a décroché un emploi, les mardis et vendredis, 2 heures dans une jardinerie, mission obtenue grâce à l'intervention de Madame Dolan dont le neveu possède l'établissement. Danny porte un tablier vert brodé à son nom. Le premier vendredi où je suis allé le chercher, il est monté dans la voiture avec une bonne odeur de terreau et a déclaré « J'ai un travail, une fenêtre, une exposition et une sœur. Maintenant, je vais apprendre à m'occuper des roses. » Écris-le. Alors je l'écris ici, mon grand. Nous avons célébré notre premier anniversaire de mariage le 11 juillet dans la cour de Maplewood, toute la famille de Cole, Rosa, les soignants, Marcier avec 3 tartes, et Madame Dolan avec un nouveau banc offert par la guilde. Aucune place vide. En fin de journée, alors qu'un héron survolait le plan d'eau, j'ai détaché la boussole de ma grand-mère pour la passer autour du cou de Danny. Il l'a posée à plat sur sa paume, observant l'aiguille. Elle indique le nord, a-t-il constaté. Elle indique ce qui est vrai, ai-je répondu. Les règles de grand-mère Ruti. Il a glissé le bijou sous son col et a rendu le verdict final, grand-mère venait le mardi, toi tu venais le samedi. Maintenant que j'ai la boussole, c'est moi qui montre la direction. Il a désigné d'un geste les tables, le personnel, les rires et la chaleur du groupe, j'indique ça. La lumière du soir s'est étirée sur la cour. Mon frère s'est assis près de sa fenêtre cette nuit-là comme il le faisait depuis 25 ans, à la différence près que la fenêtre était désormais officiellement à lui sur le papier, que le papier disait vrai, et que le gardien restait. On avait raconté au monde que j'avais un enfant secret. Ils avaient à moitié raison, comme le sont toujours les menteurs par accident, il y avait bien un enfant dans cette histoire, et il l'avait gardé secret pendant 24 ans. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser qu'il le reste, un samedi après l'autre, jusqu'à ce que la vérité officielle rattrape la réalité. Elle finit toujours par la rattraper, elle enregistre, elle patiente, et sa date d'audience arrive toujours. Si vous êtes encore là, c'est que l'histoire est terminée. Je vous ai parlé au début de ce que c'est que d'être la menteuse désignée d'une famille. Si vous connaissez cette place, celle où votre version est toujours jugée excessive ou dérangeante dans un foyer qui ne fonctionne que si vous gardez le silence, retenez bien ceci, quand toute une famille a besoin que vous soyez la menteuse. Ce n'est presque jamais à cause de ce que vous avez dit. C'est à cause de ce que votre honnêteté est sur le point de dévoiler. On ne vous traite pas de menteuse parce que vous mentez, on vous traite de menteuse très tôt et très souvent afin que personne ne vous écoute le jour où vous direz la vérité. Votre réputation n'est pas la cible, elle est le débarras où ils cachent leurs fautes. Et vous avez le droit, à 19 ans, à 29 ans ou à 60 ans, de cesser d'en payer le loyer, une signature authentique à la fois. Nul besoin de crier, il suffit de continuer à vous présenter là où réside la vérité jusqu'à ce que les preuves soient trop nombreuses pour être contestées. Votre famille vous a-t-elle déjà attribué le rôle de la menteuse? Avez-vous déjà découvert ce que votre silence protégeait ou ce que celui des autres vous cachait? Racontez-le-moi en commentaire et dites-moi d'où vous écoutez cette histoire ce soir. Je lis chacun de vos messages, c'est là que je puise les prochains récits qui méritent d'être partagés.
Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer les suivantes. Merci d'avoir passé cette soirée avec ma famille, la vraie, celle qui signe le registre. Danny vous souhaite une bonne nuit depuis sa fenêtre, les oiseaux sont au courant.